Badiou, bonjour. Bonjour. Alors Alain Badiou, on vous voit sur France Culture, des fois, on vous voit. Vous êtes rare dans les médias, parce que qui a déserté le premier, vous, les médias médiatiques? Oh, bah, vous savez, les médias, c'est pas pour moi un besoin majeur, les médias. Oui, mais moi Je j'aimerais bien je vous pense, voir. je vois ce que je fais. Et puis si les médias m'appellent, bah, je regarde ce qu'ils me proposent. Hein. Voilà. Voilà, alors, donc vous avez écrit des tas de livres, alors là on en a en partie, mais il y en a beaucoup plus en vrai. Alors, sans vouloir vous dénoncer, franchement, vous êtes de gauche. Ça, vous êtes d'accord avec ça, avec cette proposition? Oui, peut-être même vous pourriez dire extrême gauche. Non, vous êtes peut-être simplement de gauche. C'est les autres qui sont devenus de droite et donc qui vous qualifient d'extrême, Alain. C'est Oui, peut-être ça. c'est peut-être ça. Je suis peut-être raisonnablement de gauche. Voilà. Mais dans un temps où être raisonnablement de gauche, c'est être un peu de droite, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est juste, on a déplacé le curseur idéologique. Alors, on nous dit aussi que les libéraux sont des pragmatiques et que vous, Alain, vous serez du genre idéologue, quoi. Donc, totalement obsolète. Oui, ça, c'est un discours qui s'est mis en place à partir des années 80, qui a une trentaine d'années. Le tournant de 83, le tournant oui, libéral. c'est par là, à partir du moment où Mitterrand a jeté l'éponge, quoi. Ouais, voilà. Comme ça. Et qui essaie de nous convaincre qu'il n'y a rien d'autre de possible que ce qu'il y a, quoi. C'est-à-dire un développement quand même accéléré du capitalisme vers ses origines libérales, quoi. Donc on voit ça, et effectivement, tout ce qui n'est pas dans ce cadre-là est traité d'impossible, d'utopique, etc. Enfin, ça ne me fait ni chaud ni froid. Après tout, il ne faut pas attendre des adversaires qui saluent chaleureusement oui, les points qu'on marque. Ouais. Oui. Vous ne croyez pas au fair play, donc j'en déduis. Le conflit, c'est le conflit. Il faut accepter la situation. Surtout quand on est très minoritaire, ça ne sert à rien de s'offusquer de ce que la grande machine dominante est en train de raconter et ce qu'elle essaie de faire de vous. Alors, c'est quand même formidable de vous rencontrer aujourd'hui parce que moi, évidemment, je suis un gars bien, donc au deuxième tour, j'ai voté Macron parce que je voulais pas que le fascisme arrive. Mais là arrivent les législatives, c'est demain, et je me demande, Alain, et heureusement, vous avez, moi qui suis de gauche quand même, est-ce que je vais soutenir ce président merveilleux, mais qui n'est ni de droite ni de gauche, donc j'ai quand même un doute quand même, ou est-ce que je vais voter à gauche en vrai? Et qu'est-ce que la gauche en vrai? Aidez-moi, Alain, je suis perdu. Ah ben c'est normal, vous n'êtes pas le seul à être perdu. Hein. Ce qui s'est passé et qui a rendu Macron non seulement possible mais nécessaire, ça a été la déconfiture et la division et la dispersion des deux grands partis de gouvernement, la droite et la gauche. Les Républicains sont partis en vrille avec Fillon, et il faut dire les choses comme elles sont, la gauche traditionnelle est partie en vrille avec Hollande en réalité, et ne parlons même pas de Valls et consorts. Mais vous parlez encore de gauche à propos de Hollande, c'est assez amusant. Non mais je ça. dis gauche avec tous les guillemets que vous voulez. Ah voilà, non mais il faut préciser. Au sens traditionnel. Au sens de l'étiquette. Voilà, au sens de l'étiquette, au sens où on dit que le pouvoir politique dans notre pays appartient tantôt à la droite, tantôt à la gauche. Appelons ça les partis de gouvernement, pour être plus précis. Voilà. Les deux partis de gouvernement sont entrés en déconfiture. Alors il a fallu que surgisse, évidemment, quelque chose d'inconnu, finalement, sous la forme d'un personnage. Et vous remarquerez cette chose tout à fait extraordinaire, qui est que d'habitude c'est les partis qui font le président de la République, mais là c'est le président de la République qui fait son parti. Voilà. C'est quand même un renversement spectaculaire. Hein. Ben c'est parce que la notion de parti est exsangue. Oui, mais ça n'est pas sans conséquence. Si elle est exsangue, alors qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est la finance? Les partis, je suis bien d'accord qu'ils sont déconsidérés. Oui. Mais il y a quand même une grande incertitude sur ce qui vient à la place. Alors on va dire, on est au cinéma. Est-ce que vous demandez toujours le programme? Parce que par exemple, il paraît que ça sert à rien le programme maintenant. Écoutez, parce qu'on ne le respecte pas d'une part, et puis qu'on n'en a pas la plupart du temps, et finalement ces politiques qui font des fronts républicains sont bien inspirés par la phrase de Mussolini, notre seul programme c'est de prendre le pouvoir. Oui, ils sont un peu comme ça. Ils sont un peu comme ça. Vous savez, la notion de programme, elle est en effet un peu incertaine, parce qu'elle a été usée pourquoi?
elle a été usée parce que le programme servait de carte d'identité au parti, mais au pouvoir, c'était plus les mêmes. Voilà. Et quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils expliquaient? Ils expliquaient que le programme était très bon, mais malheureusement, les circonstances, la situation, l'état du monde faisaient qu'on ne pouvait pratiquement rien en faire du programme. Et ça, c'est ce point-là qu'a déconsidéré les partis aussi. Moi, je disais que ce qu'on a appelé la gauche en France, ça faisait une belle lurette que c'était des spécialistes de la déception. C'est-à-dire des spécialistes de la promesse non tenue, quand même. Parler de 83 ou des avant? Non. Le congrès d'Épinay à partir de la deuxième moitié des années 80 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. En fait, ça commence à faire un bail, quand même. Hein. Oui, ça fait, écoutez... entre 30 et 40 ans. Quoi. Oui, voilà. Autant presque que un demi-siècle. Ouais, autant que la dette de l'État, c'était 10 ans avant avec la loi Pompidou sur les banques privées. La loi Rothschild. Ah tiens, on les retrouve, ces gens. Très sympathiques par ailleurs. Je veux dire, Philippe Roth, c'est meilleur écrivain. On va passer à vos livres. Alors, vous avez écrit des tas de livres, donc on ne va pas tous les prendre. Il y en a un dernier jusqu'au prochain, je rassure. On en attend d'autres. Alors, parlez-nous du dernier livre et on parlera de la Grèce, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Votre dernier livre, faites-nous la bande-annonce. Oh bah, écoutez, il faut quand même bien voir, je veux l'expliquer d'abord, que mes livres sont de plusieurs genres différents. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas des genres différents. Il y a des solides livres de philosophie fondamentale, en particulier les livres qui publient mes séminaires publics au rythme de 2 par an. Il y a des livres qui sont des livres d'intervention politique, plus ou moins théoriques, enfin qui sont des livres d'intervention politique. Et puis il y a des livres plus littéraires, et il y a aussi des pièces de théâtre. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Voilà. Donc parler de mes livres, le tout dernier livre, c'est un livre de philo qui s'appelle Que signifie changer le monde? Oui, ça voilà. C'est une vraie bonne question. Alors que signifie changer le monde, c'est une question à l'ordre du jour. Oui, hein. Oui, puisque le président écrit Révolution, lui, dernièrement. Voilà, et j'essaie d'expliquer les ambiguïtés de cette formule qui a été très célèbre. Après tout, le chant, l'international, c'était aussi « nous allons changer le monde va changer de base », comme le chant de l'international. Et donc, cette formule est une formule importante dans l'histoire des politiques, et j'essaye de retracer, en réalité, les difficultés qui sont les siennes, à commencer par la question de savoir ce que c'est que le monde. Oui. Avant de dire « je vais changer le monde », il faut savoir ce qu'on entend exactement. Quelle perception on en a? Est-elle platonicienne ou pas, déjà? C'est pas forcément quelque chose de clair, le monde. Alors, j'essaie de clarifier ce point-là, et puis j'essaie aussi, après, de dire, à supposer même qu'on sache ce que c'est que le monde, il faut essayer de savoir ce que veut dire changer. Parce qu'il y a une chose très frappante, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est pour le changement. Évidemment. Lampedusa, au travers de la phrase du prince dans Le Guépard, était pour le changement. Absolument, à condition de ne rien faire. Voilà. Il fallait tout changer pour que rien ne change, dit le prince. Exactement. Et ça s'est développé à un point extraordinaire. C'est-à-dire que les partis qui autrefois étaient des partis conservateurs, traditionnels, défenseurs des vieilles valeurs, etc., sont devenus des partisans de la réforme à tout prix. Ils sont tout le temps en train de dire que le monde change à une telle vitesse que nous ne changeons pas assez. Alors, le changement, aujourd'hui, là, c'est une course de vitesse. On poursuit le monde qui est toujours en avance sur nous. Est-ce que c'est pas un faux lapin qui nous fait courir en tant que lévrier? Je crois que c'est un faux lapin et nous sommes aussi des faux lévriers, finalement. C'est la raison pour laquelle tout ça est en réalité du ressort de l'idéologie, finalement. Ceci dit, il est quand même vrai qu'il y a des protocoles d'adaptation aux transformations du capitalisme contemporain, et dont la raison principale est que la carte du monde n'est plus la même. Il y a eu pendant longtemps un espèce de petit club occidental des grandes puissances capitalistes, et maintenant il y a d'autres concurrents. La Chine, l'Inde, ça commence à peser très lourd. Voilà. Ça finira par se voir. Exactement. Et si au niveau de la concurrence, il faut que les ouvriers français soient traités comme les ouvriers chinois, ça va saigner. Les différences salariales sont de 1 à 100 ou à 200. Même s'il semblerait qu'en Chine, on commence à s'embourgeoiser. Évidemment, on s'embourgeoiser, ils sont en train de créer une classe moyenne là-bas, c'est vrai. Mais il faut voir du
côté des ouvriers, c'est encore vraiment un peu 19e siècle. Ouais. Un peu 19e siècle. Alors tout ça fait que la cartographie du monde a changé, que la notion de transformation a changé. Voilà, j'essaie d'éclairer tout ça dans ces derniers livres. Alors, le changement, c'est maintenant, comme quoi on a parlé du changement, mais il y a deux choses. Il y a le réel et le discours du changement, la posture du changement. Parce que Est-ce que ça vaut la peine de changer? Est-ce qu'on n'est pas bien là au frais, Alain, franchement? Écoutez, ça dépend véritablement du point de vue qu'on adopte. C'est-à-dire que si on mesure le monde avec l'étiquette de sa satisfaction personnelle, je consentirais volontiers à dire que vous et moi n'avons pas à pousser des gémissements épouvantables. Sans être franchement bourgeois, on a une vie agréable. Si on est franc, on n'a pas. Voilà. Et au fond, dans un pays comme la France, il y a beaucoup de gens comme nous. Mais si on regarde les inégalités, les souffrances, les guerres, les famines, les déplacements de population forcés, etc., à échelle du monde, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Il y a quand même probablement aujourd'hui entre 2 et 3 milliards de gens qui sont dans une situation extrêmement difficile à tous égards. Alors évidemment, on peut s'en désintéresser totalement. Oui, on peut faire candide. Qu'ils se débrouillent. Voilà, non, on va cultiver notre jardin, puis jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre jardin, on s'en fout, comme dirait Candide. Mais comme ils commencent à arriver dans le jardin, on ne peut pas s'en foutre tout à fait. Voilà. Et là, on est obligé de s'exclamer comme Pangloss. Faire quelque chose. C'est ça, c'est aussi l'équivoque de la notion de changement. Parce qu'au fond, qui est le témoin du changement? Qui est l'acteur du changement? C'est très variable. Effectivement, on peut très bien, dans ce sens, ne pas se soucier de tout ça et considérer que la politique, ça consiste à gérer son petit domaine. Alors, on va revenir à un phénomène très intéressant qu'on a oublié parce qu'il n'existe plus, puisqu'on n'en parle plus. Je voudrais pas être vulgaire, mais je veux parler des Grecs. Alain m'a dit, vous avez fait même un livre dessus qu'on a là, qui n'est pas le labyrinthe grec, qui était un livre de Vasquez Montalbán, qui s'appelle le parcours grec. C'est celui-là. Ah mince. Voilà, il y a grec en gros. Ah voilà, hop là. Donc c'est un cas vachement intéressant parce que c'est un peu la guerre d'Espagne du capitalisme avant que la thérapie de choc nous soit appliquée, nous, en tant que Français. C'est ma théorie, mais je peux me tromper. Oui, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le cas grec est un cas qui, au fond, représente assez bien tout le groupe des contradictions de ce qui se passe en Europe. Et que, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? L'État grec a intégré l'Europe. Les Européens y ont vu une bonne occasion d'opérations financières de tous ordres. Pendant tout un temps, les Grecs ont eu l'impression, en effet, à cause de cette circulation, que les choses allaient bien, etc. En réalité, tout ça a été en partie un faux semblant. Et puis à un moment donné, il a fallu quand même passer à la note. Quand on va au resto, on paye, quoi. À un moment donné, il y a un endettement tel que l'autorité européenne commence à dire il faut rembourser. Et tout d'un coup, il y a une inversion complète de la situation. Ce qui était présenté comme une espèce de miracle économique devient un cauchemar. Et c'est l'austérité, l'endettement, rembourser la dette, alors que la dette est telle que même les autorités financières mondiales pensent qu'elle ne sera jamais remboursée, qu'elle n'est pas remboursable. Oui, voilà. Même le FMI, qui ne sont pas des gauchistes ou des bolcheviques. Ils ne sont pas des révolutionnaires déchaînés. Ils ont dit que c'était absurde de vouloir absolument qu'il fallait faire. À moins de vouloir tuer les Grecs pour leur faire payer la bataille de Marathon. Exactement. Mais l'Europe s'obstine, et elle s'obstine aussi pour que, d'une certaine manière, la situation grecque fonctionne comme une leçon. Comme une leçon pour les autres pays en matière d'endettement et en matière de respect des rigueurs financières du moment. Alors de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup intéressé, et ça m'a beaucoup intéressé de voir que même un parti politique qui s'était constitué et formé contre cette injonction... Oui, même pas le PASOK, le Syriza, avec Tsipras et Syriza, est lui-même obligé de capituler. Ce qui prouve à quel point, quand même, la détermination est puissante. Alors la question, c'est Mélenchon, que lui, il dit qu'il aurait réussi là où Tsipras a échoué. C'est une question de savoir si on le croit sur parole ou pas.
pour l'instant, dans le système des propositions qui sont les siennes, je n'ai aucune certitude sur ce point. D'autre part, on sait très bien qu'un des facteurs de paralysie de Tsipras a été la faiblesse de sa majorité pendant tout un temps. Et en troisième lieu, la comparaison entre la Grèce et la France est quand même une comparaison un peu disproportionnée. Oui, non, il réussirait parce que nous, on est la France, que du coup, impossible n'est pas français. Oui, mais il se pourrait que impossible soit français. Après tout, la France a été le mauvais élève dans de grandes circonstances. À commencer quand même par la guerre mondiale. Il faut tout de même se souvenir que la Grande France, c'est quand même elle qui a capitulé et organisé la capitulation la plus spectaculaire. On ne voulait pas gagner, j'ai l'impression, si on veut mon avis, quoi. Parce qu'il y a eu des livres qui démontrent qu'on a eu 1000 occasions de les plier. À un moment donné, on avait pris la ligne Six Free, on y resterait 3 jours, puis on est reparti, parce que l'important, c'est de participer, comme disait Pierre de Coubertin. Oui, et puis je pense qu'il y avait dans l'état-major des gens qui préférait Hitler au Front populaire. Voilà, souvenons-nous de cette phrase, et une autre qui s'appelle plutôt la Corrèze que le Zambèze, mais qui n'a strictement rien à voir avec notre conversation. Voilà. Donc voilà, alors si vous doutez de Mélenchon, que faire, Alain? Parce que bon, c'est pas le tout. De toute façon, il faut reprendre les choses de plus loin, vous savez, parce que d'une certaine manière, qu'est-ce qui s'est passé là dans les dernières décennies? Il s'est passé, nous l'avons dit au début de cet entretien, il s'est passé un effondrement total des figures de la gauche classique. Elles ont montré qu'elles n'étaient pas capables de proposer une alternative cohérente au jeu dominant. Alors maintenant, Mélenchon, qui a longtemps appartenu à cette gauche, entreprend de la refaire, de la reconstituer sur des bases un peu plus nouvelles, un peu plus mordantes, etc. Bon, il se réclame du Mitterrand d'avant 83. Ouais. Mais Mitterrand d'avant 83, c'était... C'est le gars qui a eu la Francisque? Non, je plaisante. Oui, non. Laissons ça de côté. Parlons entre 80 et 80. Voilà, soyons très précis sur le cursus. C'était quand même l'époque où il existait encore un grand parti communiste. Le programme, oui, mais il les a liquidés comme ça, justement. Mais dès 83, il les a liquidés, donc ça a été... Oui, mais du coup, ça a été fini. Oui, mais c'était son objectif, peut-être, dis-je. C'était peut-être son objectif, en tout cas son objectif c'était de s'installer et de rester, ça c'est sûr. On reprend la phrase de Mussolini, notre seul programme, c'est de prendre le pouvoir. C'était plus important pour lui que le programme commun. Oui. Alors voilà, nous sommes du point de vue de ce qui a été appelé historiquement la gauche, nous sommes dans un champ de ruines. Le Parti socialiste semble s'être complètement effondré, Mélenchon essaie de reconstruire autre chose. Enfin, il représente encore une force extraordinairement minoritaire. Il y a eu un emballement mélenchonien dans les 3 dernières semaines de la présidentielle. À 600 000 voix près, on y était. Ouais, voilà. Moi, je n'ai jamais cru qu'ils y étaient. Je ne voyais pas pourquoi ils y seraient. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout ce qui était prévu et attendu. Ce qui était prévu et attendu, c'était Macron, et c'est bien lui qui a eu finalement. Oui, mais Macron, il faut le rappeler, on a fait monter à température Marine Le Pen pour que la seule possibilité ne soit Macron. Elle a été l'idiote utile, comme elle cite souvent Lénine. Je suis absolument de votre avis. Et je dirais que, d'une certaine façon, si elle n'avait pas été là, il aurait fallu l'inventer. Voilà. Alors voilà, c'est ça qui s'est passé. On revient à Mitterrand, là encore, le Front National Mitterrand, le golem de Mitterrand. Ben oui, quand il a établi la proportionnelle. Voilà, c'est pas gratuit. Rien. Comme disait Brecht, seul la mort est pour rien, tout le reste se tait. Donc il faut reconstruire des trucs. Alors, est-ce que, par exemple, Michel Onfray, lui, il a l'université populaire, donc il reforme des consciences, une par une, etc. Oui, je crois pas trop non plus, d'autant qu'il a été trop papillon dans ses adhérences politiques successives, franchement. Maintenant, il est chevènementiste, alors que Chevènement n'existe plus. En plus, la figure du nationalisme de gauche, c'est une figure un peu éculée. Non, moi je pense qu'il faut prendre les choses encore bien plus loin. Quelquefois je dis nous sommes plutôt dans des temps qui ressemblent aux années 1840, quelque chose comme ça. C'est-à-dire le temps où d'une certaine façon nous avons une réaction triomphante à l'échelle mondiale. À l'époque c'était la Sainte Alliance au niveau européen. Nous avons une faiblesse constitutive de toutes les organisations de gauche et de l'idéologie elle-même. Oui, mais il n'y a pas eu de transmission. Voilà, il n'y a pas eu de transmission. Moi, je vois ma génération, c'est peut-être la queue de la comète où il y a eu une transmission sur intellectuellement. Alors déjà, intellectuellement, on lit encore et on sait ce que c'est que la gauche. Tout à fait. Enfin, je crois le savoir. Maintenant, en tout cas, je me vante. Et donc,
faut un travail qui sera sûrement pendant tout un temps un travail idéologique, de proposition, de discussion, installer l'idée que, après tout, il y a deux voies, que la voie qui est suivie, bon, c'est la voie capitaliste libérale, mais ce n'est pas la seule possible. Tout ça est un travail dans une époque plus difficile et confuse. Et je ne pense pas qu'il faille imaginer qu'à une élection comme ça, tout d'un coup, Mélenchon ou pas Mélenchon, va sortir, va s'exhiber une alternative véritable. Mais ceci n'est pas nécessairement décourageant. Les choses peuvent changer, des événements imprévus peuvent survenir. Je suis frappé, à titre d'observateur, de la façon dont Corbyn a redressé le Parti travailliste soudainement, oui. Le remontant à 40%, sur des propositions qui étaient quand même, pour la première fois, des propositions. Il a reprononcé le mot de nationalisation, par exemple. Oui. C'est un mot proscrit, maudit. Il y avait Montebourg qui l'avait tenté, il avait été tasé. Voilà. Et maintenant, il voulait renationaliser les chemins de fer, il voulait relancer la sécurité sociale, il voulait établir la gratuité des études supérieures. Bon, il y avait un petit vent comme ça qui soufflait. Il y en aura d'autres, et il faut suivre l'évolution des choses. Alors, on va conclure cet entretien. Après, on ira filmer votre conférence et les gens pourront faire dédicacer leurs livres. Donc, je vois l'impatience dans le regard de madame. Donc, que dire, vu qu'on est à la veille d'un vote, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que finalement, comme on a Internet, on peut voir des très bons films sans bouger son cul? Oui, moi je suis pour laisser complète liberté aux gens là-dessus. Au fond, je pense qu'on peut avoir l'esprit plus libre par rapport aux élections. Il se peut qu'il y ait un intérêt tactique à voter ici ou là. En plus, ce sont des élections locales, législatives, et pas seulement des élections nationales. Oui, même si ce sont des représentants de la nation et pas du territoire. C'est quand même une territorialité. Et on peut aussi considérer que, grosso modo, les jeux sont faits, que ce n'est pas la peine d'intervenir. Je n'en fais pas une question véritablement de principe. Je ne suis pas un abstentionniste dogmatique. Oui, voilà. Personnellement, dans la situation qui est la mienne, d'électeur parisien, je ne pourrais pas voter parce que je serais encore à Perpignan. Voilà. Non mais profitez, il fait beau. Si vous voulez, j'ai un ami qui a un bâton, on va vous faire une balade comme ça. Mais demain, je veux voir une exécution de cochon, donc demain matin très tôt. Donc j'ai promis. Alain Badiou, merci. On se retrouve dans la salle pour votre conférence dans pas si longtemps que ça.